C'est un style de vie. Skater un jour, skater toujours. Au départ, le skate était un sport punk. On n'avait pas besoin d'aller dans un club, on n'avait pas besoin de changer ses habits. Mais qu'est-ce que vous venez foutre en Belgique? Le temps est dégueulasse et les cœurs sont énormes. Quand le banc il est abîmé, c'est con pour celui qui veut s'asseoir dessus, mais c'est dommage aussi pour le skater qui ne peut plus le skater. Si vous voulez skater quelque chose de différent, vous n'avez qu'à le construire. C'est dur, ça demande vraiment de persévérance et de la passion, quoi. On évolue tout le temps dans le skate. C'est pour ça que beaucoup de gens sont passionnés, c'est que c'est à l'infini. On peut facilement évaluer si on peut le faire ou pas. Quand tu skates, tu saignes et ça fait mal. 90% de la carrière d'un skateur, c'est faire des photos et surtout filmer. À l'époque, il n'y avait presque pas de marque de skate à Berlin. Alors nous, on a pensé, ok, maintenant on est là. L'histoire du skate débute en Californie, mais ne se termine pas en Californie. Le skate, c'était plus d'où est-ce que tu venais, c'était comment tu le pratiquais. C'est en 64 en fait, aux États-Unis, les surfeurs s'aperçoivent qu'il y a un potentiel de vagues inexploité sur la côte française et ils décident d'organiser un charter avec des surfeurs qui viennent exploiter ces vagues-là, faire des photos, etc. Et dans ces surfeurs-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jim Fitzpatrick, qui est aussi skater. Et il embarque avec lui une douzaine de skates et il décide en fait de les donner pendant son périple en France et en Europe. Très très vite, des magasins à Biarritz tenus par des surfeurs importent les premiers skates. Skateboarding's roots can be traced back to the late 50s, when homemade boards with steel wheels was the standard. La légende du skateboard, c'est un petit peu celle des surfeurs qui découvrent un jouet, la planche à roulettes ou le sidewalk surfing, la planche à surfer les trottoirs. Et ils se disent que ça pourrait être l'alternative à une journée sans vagues. Donc quand la mer est plate, ils cherchent des formes dans la ville ou à la périphérie de la ville qui rappellent celles des vagues. Il y a les plans inclinés et la courbe. À partir de 75, avec l'apparition de la roue en uréthane, qui bouleverse complètement la pratique du skate, c'est un raz-de-marée. Ça part des États-Unis et l'Europe et la France assez massivement en 77. « 1978, ça a été l'année la plus folle dans l'histoire du skateboard en France. Parce que vraiment, là, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de skateboard, ils étaient très très rares, puisque même le show business en était emparé, les chanteurs et tous les médias. J'ai dû laisser tomber les études en 76 pour ça, puisque j'ai été le premier professionnel français embauché par la firme Banzai, donc Jean-Pierre Marcon. Quand je montais pas des skates dans l'atelier, j'étais en démonstration sur les trottoirs devant les grands magasins, les grandes surfaces, les spécialistes du sport, ou que ce soit la Redoute ou ailleurs. Je voyageais beaucoup avec ces gens-là. Quand c'était pas des reportages télévisés, c'était pour des magazines, des photographes. On faisait des démonstrations pour les supermarchés, pour des petits bleds qui faisaient des fêtes de village. On était les clowns, quoi. Le cirque, c'était le cirque qui arrivait et les gens nous regardaient avec les yeux ahuris et en comprenant pas ce qu'on faisait, quoi, parce qu'ils avaient jamais vu ça, quoi. Pour eux, c'était un gadget de môme. Quand ils nous voyaient en faire, ils comprenaient que c'était plus de la promenade. On était à 3 mètres, on sortait des roues sur la rampe. Des moustachus, c'est-à-dire des profs de gym ou des parents de skateurs qui se disent tiens, on va monter un club. Donc dans chaque région, il y a des compétitions. Il y avait le saut en longueur, le saut en hauteur, le freestyle, il y avait le slalom géant, le slalom spécial, il y avait la descente, la vitesse. Comme tout était inventé, on voyait de tout, des roues de toutes formes, de toutes couleurs, de toutes tailles, avec des jantes, des roues larges, des roues fines, des grosses roues. Pareil pour les planches, larges, fines, pointues, en acier, en métal, en plastique. Les planches sont forcément un poil plus larges, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez de place pour les pieds. Un peu de flex, c'est-à-dire que le bois massif n'avait pas de flex, là on a un tout petit peu de flex. Donc là maintenant, entre une planche comme ça et une planche de maintenant, il n'y a pas grand-chose de différence, quoi.
Les trucks, c'était des trackers, c'est toujours des trackers. Les roues, polyuréthane, relativement dures pour avoir un compromis entre l'adhérence et le style, quoi. Et la pratique du skate, ça va être de glisser, de rouler, de faire racler différentes parties du skate sur différents types de matériaux. Donc avoir différentes sensations, différents types de contacts avec la ville. Le modèle du skater, c'est les cheveux blancs décolorés assez longs. Cool, voilà, c'est le mot de l'époque. C'est ce truc californien avec cette part mythique qui vient de cette région-là. Pour un jeune à l'époque, vivre de sa passion et en plus être payé pour faire sa pratique, c'est génial, c'est complètement génial. Et ça, je l'ai vécu jusqu'à, on va dire, 1979. À la rentrée 78, déjà, alors que ça a été vraiment un engouement incroyable, le soufflet retombe d'un coup. Oh, plus de sponsors, plus rien. Je devais faire des émissions de radio, ils n'avaient plus de sponsors, Perrier, Coca, etc. Non, on a donné dans le skateboard, on vous donnera plus, c'est fini. Et il y a eu une perte de cet engouement soudain, brutal. Très très vite, le skate est mort. This is a skateboard. That's not a skateboard. We're going to do a little adjusting here. Right here on Weekend Today. Now this is a skateboard. Je crois que la première vidéo Powell, c'est Bones Brigade, ça doit être 84, 85. Je pense que Powell n'avait pas mesuré, lorsqu'il fait sa première vidéo, l'engouement que ça allait susciter. Après, ça va être, pour les compagnies, un passage obligé, c'est faire la vidéo, c'est indispensable. Moi, j'ai plein de VHS copiés, de recopiés, on se file ça quand on se rencontre. On épluche les séquences avec des arrêts sur image sur la VHS qui fait ça. Mais comment il fait ça? Donc les décalages aussi au niveau de la pratique se raccourcissent, quoi. Parce que la vidéo, elle est faite aux États-Unis quelques semaines après, elle se retrouve en Europe. Donc très très vite, ça permet aussi de faire que le niveau européen se rapproche du niveau américain. Le skate de rampe était tellement spécifique, ça a éloigné, si tu veux, l'élite des skateurs qui faisaient des airs et des figures incroyables à 3 mètres, et puis celui qui se retrouvait à avoir acheté une planche, et puis voilà, il avait la rue à sa disposition, le trottoir, mais il n'avait pas les rampes. Donc le street arrive là comme une bouffée d'oxygène. Dans les années 80, il y a quand même une poignée de gens qui continuent à faire du skate, mais c'est là complètement underground, ça touche vraiment une minorité de personnes. La vie d'un skateur à l'époque, c'était un peu un monde à part, parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de skateurs, on n'était pas beaucoup à en faire, donc quand tu croisais un autre skateur, que tu avais la chance d'en croiser un, tu prenais son numéro de téléphone. On était souvent en groupe à aller faire du skate ensemble, et dès qu'on croisait d'autres groupes, c'était limite l'extase, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de skateurs tout simplement, hein. On était un peu comme des ovnis, et c'était assez drôle, parce qu'on avait déjà un code vestimentaire qui nous différenciait des autres. Donc ça, c'est un des premiers tricks qui est arrivé. Ballness simple. Après, très vite, il y a eu un autre trick qui est arrivé, c'est les no-comply. Et les no-comply, c'est ça en fait. C'est juste, tu poses ton pied, tu fais la même chose, mais sans la main. Alors ça, c'est no-comply flip. Tu tapes avec la main.
Voilà, donc ça, c'est des figures qui sont tirées aussi de la rampe, mais qui sont une espèce de mélange, qui font même penser au breakdance. Et après, donc, tu as eu le fameux ollie qui est arrivé, que tout le monde connaît, où tu as laissé tes 2 pieds sur la planche et tu laves juste comme ça. Voilà. La seule chose qui a changé depuis les années 70, après l'apparition du ollie, c'est l'appropriation de l'orthogonalité de la ville. Avec le ollie, ça te permet de sauter et d'aller faire sur une rambarde d'escalier, sur l'arête d'un banc, sur un muret ou n'importe quel autre type d'obstacle, toutes les figures qui existaient déjà dans les bowls, sur les plans inclinés, etc. The great-grandpa was Mark Gonzalez, and his best friend, at least it appeared to all of us, was Natas Kaupas. They created the idea that street skating is a kind of skateboarding. Là, c'est vraiment, historiquement, le moment où les skateurs vont couper ce cordon ombilical avec l'industrie du surf et des gros groupes et se dire on va le faire nous-mêmes. Voilà, avec un mec comme Steve Rocco qui était pro-rider freestyler chez Sims, qui était une de ces grosses 5 boîtes qui tenaient le skate, qui part de chez Sims et qui commence à développer des petites marques. So he takes me to this wood shop where these old Italian guys make bar stools and dinette sets from the 60s. I gave him all the money I had, $6,000, and I bought 500 boards. And Skip showed me how to get them screened and where to sell them. Within 3 weeks, I'd turned my $6,000 into like $12,000. And I was just blown away. It's the most money I ever had in my life. En débauchant les riders qui étaient chez ces grosses marques et en leur disant d'abord vous êtes exploités, c'est-à-dire que vos royalties sur une planche sont de quelques dollars, moi je vous offre 5 fois plus, donc venez avec moi, c'est possible de se battre avec nos armes à notre endroit contre ces gros trucs-là. Rocco calls me one day, and I was kind of shocked because, you know, we never had really a rapport of hanging, you know. He says he wants to talk to me about maybe starting a company. At that time, I had just got off of Pal Peralta on the Bones Brigade tour, and it was one of the best times I had in my life, but it ended really shitty. And I don't know what, but the guy talked his talk. By the time I walked out of that place, I'd pretty much made up my mind to go to nothing. Some of the last words Rocco said to me that day was, I sort of feel the industry has turned on me in a way. I've had some bad experiences. Now I want to turn this around and run this industry and show these people out there that I can rule this industry one day. Les nouvelles compagnies créées par des skaters vont se servir de la vidéo, mais avec des moyens un peu cheap. Spike Jonze, photographe et cinéaste, commence avec de la vidéo de skate. Et en France, il y a un peu une exception culturelle française. Il y avait de très bons freestylers, voilà. Notamment Jean-Marc Vessette, Pierre-André Zénizergue, il y avait Denis Terrasse, il y avait... donc voilà, ils étaient tous un peu champions du monde, champions de... voilà. Tous ces freestylers, au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui détiennent un peu tout le business. Parce que le freestyle... est très vite tombé et ils ont dû se reconvertir. Le freestyle, c'était assez horrible. C'était de la chorégraphie dansante. Ça aussi, il faut pas le dire, mais c'était horrible, quoi. Les gars, c'était comme du patin à glace, quoi. Ils répétaient leurs trucs. Il y avait le côté artistique avec le choix de la musique qui était pris en compte et tout, quoi. La fin de la deuxième vague a aussi marqué le début d'une période des plus intéressantes, en fait, parce que c'est vraiment la création du skateboard comme comme tout le monde l'entend un peu aujourd'hui, c'est-à-dire de voir des gamins qui passent par groupe de 5 dans la rue et qui font des figures sur le mobilier urbain ou simplement qui se déplacent comme ça, mais qui utilisent un peu leur environnement direct, qui est le bas de chez eux, le bout de la rue et après éventuellement toute la ville qui s'accroche, on va dire. Et Dacla
C'est, je crois, le premier à montrer que vraiment on peut s'affranchir économiquement et symboliquement aussi de ce truc américain. À cette époque, j'étais considéré un peu comme professionnel, c'est-à-dire que j'avais un nom sur une planche de skate. J'étais j'étais un très bon Européen et tout ça. Et il y avait quelques gars qui avaient mon niveau. Et pour en vivre, ils étaient obligés d'aller aux États-Unis. Voilà. Et les marques aux États-Unis ne te donnaient un salaire que si tu étais aux États-Unis. Tu existais à leurs yeux que si tu étais aux États-Unis. Et moi, j'ai pas voulu faire cette démarche. Et donc, j'ai croisé mon expérience professionnelle et personnelle en disant, voilà, il faut faire quelque chose en Europe pour que les magasins aient un produit moins cher parce que ce ne sera pas d'importation et pour que les skateurs aient un nom sur leur planche en Europe et touchent des royalties de ça. Il y avait un peu une ambiance générale de se prendre en main et d'essayer de créer notre truc sans du tout sans cracher sur le skate américain ou je sais quoi, mais juste de se dire, bah voilà, nous on vit ici, il n'y a pas de vagues et en plus il n'y a pas forcément de ciel bleu, mais on va quand même faire du skate et on va quand même faire des trucs, quoi. C'est aussi l'époque où les vidéos sont vraiment démocratisées, enfin, notamment le matériel vidéo, et où beaucoup de gens ont commencé à filmer des vidéos locales, comme Fred Mortagne qui, avec ses vidéos de Lyon, a absolument créé de toutes pièces la carrière de plein de skateurs lyonnais. Ce qui m'a vraiment motivé de filmer, c'était de documenter la scène lyonnaise et essayer de leur trouver des sponsors, en fait, parce que j'étais convaincu qu'il y avait un super niveau à Lyon. Certains mecs étaient vraiment très forts et du coup, l'idée c'était de se servir de l'outil vidéo pour faire circuler l'information parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses qui circulaient. Quand nous on a commencé Sugar, on a très vite eu des articles sur des skateurs européens, parce que ça nous paraissait logique, vu que c'était nos voisins et qu'ils étaient comme nous, mais qu'en même temps on se rendait compte qu'il y avait des espèces de différences culturelles dans leur façon d'approcher la chose et aussi simplement dans leur façon de skater. Aujourd'hui, un nombre assez important des skateurs les plus reconnus sont européens, c'est-à-dire qu'ils sont finlandais comme Arto Saari, sont français comme JB Gillet ou Lucas Puig, sont britanniques, écossais, espagnols. Limite, on peut vivre sa vie dans son coin en faisant après les tournées, les compétitions, ces choses-là, mais sans être obligé d'aller passer la moitié de l'année aux États-Unis. Moi, à la base, j'étais pas trop France. Je trouvais pas un peu mon milieu dans le skate en France, une période où c'était beaucoup hip-hop, beaucoup wesh wesh et tout. Donc voilà, mais je le retrouvais beaucoup, par exemple en Belgique ou en Allemagne. Je savais qu'il y avait des gens qui skataient de cette façon, une façon un peu plus agressive, avec du rock ou des trucs. C'est tout con, quoi. Mais t'as envie de trouver des gens avec qui tu peux skater dans le même esprit, quoi, les mêmes figures, sans que quelqu'un te dise pourquoi tu fais cette figure, c'est naze. Surtout à Barcelone, il y a une dizaine d'années où tout le monde s'est retrouvé là-bas parce qu'il faisait chaud, qu'il y avait plein de spots. Et donc là-bas, tu retrouvais tout le monde, quoi, les Américains, les Canadiens, tous les Européens. Et c'est là que c'est trop bien, quoi. Je devais être un des premiers gars, vraiment, on va dire, un gars sponsorisé, pro-skater, qui débarque à Barcelone pour faire du skate et y déménager pour de bon, quoi. Beaucoup de gens faisaient des allers-retours en hiver, des trucs comme ça. Et j'ai débarqué avec tout ce que j'avais, puis j'y suis resté combien ? 8 ans.
Les Américains, ils ont vite compris, enfin ils ont vite aimé venir skater en Europe parce que voilà, ici ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils skatent tous les jours, personne ne leur dit rien. Tu peux boire dans la rue si tu as envie, il n'y a pas de problème. Enfin, tu peux vivre normalement sans avoir à te préoccuper qu'il y ait un gardien, des flics ou quoi que ce soit. Et c'est la vie relax, quoi. Et je pense que, enfin, ça va vachement dans la mentalité des skateurs. Les skateurs, ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent vivre la vie facile. Et voilà, aux États-Unis, c'est pas du tout ça, quoi. Faut conduire tout le temps. T'es toujours en train de batailler à aller skater à 3 h du matin parce que c'est le seul moment où tu peux y aller. Y aller avec ton générateur et tes lumières. Et voilà, ça. Les États-Unis, ça casse énormément la spontanéité du skate. Si on était en Amérique et que tout le monde skatait, dans certains endroits, on entendrait « Les flics, les flics !» Et tout le monde s'arrêterait de skater et se disperserait, ou resterait assis comme ça, tête baissée. Tout le monde mettrait son casque et les flics demanderaient « Est-ce que vous avez votre casque? Est-ce que vous avez vos protections? Si vous ne les avez pas, c'est le moment de partir. » T'as pas du tout cette sensation de liberté comme en France. Pour moi, c'était très dur. Et du coup, j'avais vraiment des opportunités de pouvoir rester et de faire des vidéos, mais je sais pas, ça m'intéressait pas du tout et j'avais envie de rentrer. La France est un pays occidental, composé de montagnes, de plages, de forêts et de villes. Dans les villes, il y a des rues, des filles, des escaliers et des pratiquants de la planche à roulettes. Lui, c'est Jean Huître. Hormis le fait de manger, de boire, de faire caca et de dormir, sa vie est principalement partagée en 2 activités. Il faut avoir de l'autodérision, il faut... Et puis voilà, à la base, le skate, c'est pas sérieux, il faut pas se prendre au sérieux. Et j'essaye qu'il y ait plus une histoire d'état d'esprit, quoi. À chaque fois, essayer de trouver un angle d'attaque différent pour faire le truc différemment et amener un truc drôle. Tu vois, ça c'est une bouteille de champagne. Ça c'est une planche asymétrique en forme de baguette de pain. Toute la fabrication du skate avant était aux États-Unis et c'était un procédé qui était de sérigraphie en fait, exactement comme les t-shirts, sauf que c'était des grands cadres de la taille d'un skate qui étaient en forme d'un skateboard et donc ils faisaient couleur par couleur. Et donc par exemple dans cette planche, il y a, je crois, 11 couleurs. Et puis donc, il y a eu l'ouverture du marché de la Chine. Et en gros, il y a eu quelques réticences et tout ça. Mais tout le marché du skate est parti là-bas. Et donc maintenant, la technique pour faire la sérigraphie, c'est sur un film transparent. Tout est sérigraphié d'un coup. Et après, ils prennent une planche nue. Ils chauffent ça et ils le collent sur la planche. C'est une de mes planches préférées. Je l'ai faite pour Carhartt. Celle-là s'appelle Life Itself is Still Beautiful. C'est une formule que Pontus Alves intercale dans sa première vidéo, The Strongest of the Strange. Cette formule reflète très bien la conception générale que Pontus a de la vie et de la pratique du skateboard. J'ai aussi fait des planches avec lesquelles je remplis un peu ma mission éducative. Donc, dans cette scène, il y a Friedrich Schiller, Goethe, Heine et Nietzsche qui ont tous atterri sur cette planche pour représenter la grande culture allemande. Ça aussi, c'est une de mes planches préférées. Ça raconte l'histoire d'une fille allongée chez elle et la baignoire est en train de déborder. Elle téléphone à sa meilleure amie et lui dit « Ah, Oli, je te le dis, ce connard ne pense qu'à faire du skate. » Et l'autre se plaint aussi. Ces connards de skaters. En fait, on a tous connu ce genre de situation.
Des femmes qui sont tiges d'un skater, mais qui ne reçoivent peut-être pas autant d'attention que celles portées à la planche. Vous avez ici la salle de réunion désertée et un organigramme de nos activités. Ici, on a une photo du déterrage des vols. C'était les vieilles pistes de skateboard qu'on voulait rénover. Et donc, c'est un acte totalement illégal qui a quand même débouché sur une construction au centre-ville de Bruxelles d'un espace dédié au skateboard avec un budget qui dépassait 1 million d'euros, dans lequel le collectif Brusque a été impliqué depuis le début. Enfin, on était les demandeurs et on était aussi les consultants techniques pour que la réalisation architecturale soit intéressante au niveau skate. Le squat des Ursulines a été un projet très important pour nous parce que c'était la concrétisation de 5 années de manifestations, de militantisme du collectif. On organisait des cortèges, des journées sans voiture. Et juste à crier et à brandir un drapeau pirate, on veut un skatepark. Le skate amène à être un petit peu en marge, on va dire. Je crois que c'est des gens qui se retrouvent véritablement pour un projet de vie là-dedans et qui ont des besoins. Et qui donc forcément, et quoi qu'il en soit, et qui que nous soyons, se retrouvent et se regroupent forcément pour avoir un poids, pour avoir un bras de levier sur le décisionnel et arriver à ce que certaines choses arrivent dont nous avons besoin. Le point de vue des municipalités, c'était souvent de dire, bon, ben voilà, c'est des petits jeunes, ça va pas durer, ils vont changer, et puis on va se retrouver avec un équipement qui va pas servir. Il y avait quand même des réticences. On a pu voir au fil du temps ces jeunes grandir, mûrir, donc se constituer en association, être capable de faire des dossiers extrêmement précis, avec éventuellement des voyages pour aller repérer des skateparks ailleurs et s'en servir comme modèle. Donc, montrant bien quand même que c'était au-delà d'une période d'adolescence, que c'était vraiment quelque chose qui, pour une partie d'entre eux, pas pour tous bien sûr, mais pour une partie d'entre eux, était vraiment une manière même d'appréhender la vie, quoi. Non. Non, on a déjà fait ça quand même. On se rend compte que quand on implique réellement les habitants, il y a une appropriation de l'espace. Les gens sentent l'espace public comme étant leur. Et donc on est passé d'un groupe militant qui organisait ces actes de manière plutôt illégale, parce qu'on n'a jamais demandé aucune autorisation pour faire quoi que ce soit, à un groupe qui a pris en gestion un lieu qui devenait quand même un lieu phare de la ville. L'espace fonctionne essentiellement parce qu'il est central. Donc on se trouve quand même au centre-ville, au cœur de la ville historique de Bruxelles. Il fait partie essentiellement des hauts lieux de la culture urbaine. Donc il est repris dans énormément d'articles à niveau international, pas seulement dans les magazines spécialisés de skateboarders ou de BMX, mais aussi tout simplement dans les guides touristiques. Il est repris comme un lieu qu'il faut absolument voir. Les skaters s'adaptent à ce que tu leur donnes. Et si tu crées un bowl à côté d'une zone de street, j'ai envie de dire que fatalement, les jeunes skaters vont se mettre à faire du bowl en même temps que du street et vont développer des aptitudes. C'est vraiment le cas à Marseille. Et quand tu vois le niveau des jeunes skaters en bowl, il est extraordinaire parce qu'ils ont ce skatepark depuis une vingtaine d'années. Cet endroit, il est intimement lié à une personne qui s'appelle Jean-Pierre Collinet. C'est un skateur qui a passé son diplôme d'architecture en faisant ce qui est derrière moi, c'est-à-dire le bowl du Prado. Ce qui est extrêmement trompeur, c'est que pour arriver à cette facilité-là pour l'usager, il y a un boulot de conception qui ne se montre pas, mais qui est énorme. Là, on voit bien comme il se relance, en fait. Et là, s'il a les cuisses qu'il faut, il peut rester indéfiniment comme ça, se relancer. Et
tout de suite, au niveau international, ça a une résonance énorme. C'est-à-dire que toutes les années 90, on voit défiler lorsqu'on vient skater des Anglais, des Allemands, des Américains qui venaient des États-Unis pour skater Marseille. Contrairement à d'autres terrains, des terrains de foot, de basket ou quoi, qui sont juste des rectangles avec des zones délimitées, donc de la géométrie complètement abstraite, les skateparks, eux, sont, on va dire, figuratifs. Ils s'inspirent ou alors ils répliquent des formes du quotidien et ils les réarrangent. Il y a un espèce de montage des formes qui se fait à l'intérieur des skateparks. On a même vu se développer des street parks qui sont des sortes de répliques de places publiques. Là, c'est un banc en fait qui ressemble à un banc chinois. Normalement, il y a 3 vagues. Et bon, ça coûtait un peu plus de budget de faire 3 vagues. Et ça prenait un peu trop de place. Donc on a fait juste une vague. Donc là, c'est un curb de Los Angeles, en fait, qui existe dans une école. Ça, c'est la partie la plus classique, donc avec des petits rails pour apprendre à débuter et des petits trottoirs en descente. On a ce spot là qui existait à Lyon. Il n'existe plus, ils l'ont condamné, la mairie l'a condamné. C'était en pleine rue, avec des petits ponts inclinés comme ça. Donc les skateurs s'en servent sur le rebord, ils redescendent. Voilà, même les petits peuvent le faire. Le skate, c'est juste savoir monter sur la planche. Et rien que ça, la position des pieds, savoir s'arrêter, pousser, c'est pas dur. Et c'est juste à savoir où tu places les pieds. Donc si tu mets trop ton pied à l'avant, boum, tu tombes en avant. Et si tu mets trop en arrière, tu tombes en arrière. Et là, pour te rattraper, t'as qu'une solution, c'est que tu vas mettre ton poignet. Quand tu mets ton poignet, ça peut péter. Ouais, en général, c'est comme ça que ça arrive. Toutes les erreurs que moi j'ai faites, parce qu'il n'y avait pas de prof et tout ça, ben j'essaie que les gamins ne les fassent pas. On voit bien devant toi. Voilà. C'est important qu'ils ne se prennent pas pour des stars. Donc leur dire que le skate c'est bien, mais que c'est pas juste avoir un sponsor, faire des compètes. C'est bien de le faire, ça apprend des choses. Ça apprend le dépassement de soi et des choses comme ça. Mais le truc, c'est que le skate, avant tout, c'est fun, quoi. C'est génial de rouler à fond dans une rue déserte. Voilà, pour moi, c'est avant tout ça, le skate. En fait, on peut se débrouiller avec des moyens très simples pour avoir des bonnes possibilités de skate. À côté de chez moi, par exemple, il y avait des bancs en bois qui, naturellement, n'auraient pas tenu très longtemps. Alors, avec quelques amis, on a posé des cornières en métal et on s'amuse avec ces bancs depuis 5 ans. Ce sont des choses toutes simples, de la débrouille. On n'est pas toujours obligé d'aller loin. La situation a radicalement changé à Berlin. Il y a 10 ans, c'était très calme. Mais depuis, il y a de plus en plus de gens qui s'installent ici. Je ne crois pas que ce soit des conditions particulières qui ont fait de Berlin une ville prédisposée au skateboard. À mon avis, c'est surtout dû au fait que Berlin est simplement un lieu vraiment intéressant pour les jeunes. Et les skateurs sont jeunes.
Encore un peu le Far West ici. Il n'y a pas beaucoup de règles. Et pour le skateboard, c'est exactement la même chose. À Hambourg, à Munich ou à Stuttgart, tu auras plus d'ennuis avec la police qu'à Berlin. Je crois que c'est parce que la ville est encore un peu en train de se chercher. Et la police, c'est pareil. Elle est encore en train de s'organiser. Salut, bienvenue chez Radio Skateboard, à Kreuzberg, à Berlin. Ici, nous sommes à la fois au bureau et à l'entrepôt. Comme vous voyez, ça commence avec les planches. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle livraison de t-shirts, encore des boards, et encore plus de boards, parce que nous sommes une entreprise de skateboard. Ok, ça roule, merci, salut. Aussi très apprécié, les patates, la moquette Shining, et maintenant quelque chose de nouveau, Lenny, notre professionnel. On fait tout ici, les vidéos de skate, les t-shirts, le design des boards, le site internet, tout et n'importe quoi. On a beaucoup de skateurs pros qui ont emménagé pour ça à Berlin, qui vivent ici, qui font du skate, qui font des films, qui viennent chercher du matériel, tout. Kreuzberg, pour nous, c'est un quartier très mixte, un melting pot de toutes les nations. Ici, des gens de toutes les origines vivent ensemble pacifiquement, sans stress. Nous restons ici à Berlin parce que Kreuzberg est là à l'intérieur et notre cœur bat pour Berlin. C'est de là que nous venons et c'est là que nous voulons vivre et mourir. Ce qui était avec moi. On va remettre le casque. Vas-y. Moi, je te pousse. Okay. L'architecture à Berlin par rapport à Barcelone, c'est assez différent en fait. À Barcelone, c'est très exubérant, c'est des places gigantesques remplies de plans inclinés, de couleurs différentes, c'est très tape à l'œil. À Berlin, c'est plus, il faut chercher des spots, c'est pas des places, c'est plutôt derrière un bâtiment, derrière même dans un parc ou des trucs comme ça, c'est des petites sculptures, c'est plus... la ville, elle est géante, quoi. Donc ça met du temps, mais il y a déjà plein d'endroits établis, vraiment très très bien pour skater. Et à part en hiver, ben, c'est vraiment cool le skate à Berlin, quoi. C'est pas mon premier skatepark. J'en ai déjà construit beaucoup en bois. En béton, on a déjà construit le Betonhausen près de la Skatehalle de Berlin. C'était vraiment très sympa, mais les rampes étaient petites et tout était très expérimental. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais on a aussi beaucoup appris. Dans ma tête, je le skate depuis des semaines. Mais quelquefois, c'est difficile aussi, et rien ne marche. On reste ici pendant des heures et rien n'avance. C'est comme ça. Là, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de pigeons. Ça dépend de plein de choses, de la police, du temps. C'est pas évident, il y a des journées on fait plein d'images, des journées on fait rien. C'est difficile parce qu'il faut installer le matos, il faut faire les photos. Les gens ils font pas attention. Donc c'est vrai que ça peut même être dangereux des fois, quoi. Mais bon, ça fait partie du risque.
Et si c'était facile tout le temps, ça serait pas drôle, quoi. Faut savoir être patient. J'en remets. Wow. Yes. La vidéo, c'est vachement important, quoi, parce que en fait, ça représente vraiment l'image de la marque, quoi. Donc c'est à travers ça qu'on va voir le côté le plus vivant, le côté le plus créatif aussi, parce qu'il y a à travers la musique, le visuel, le skate en lui-même, quoi, les figures et comment skate tout le team et tout ça. Quand il y a une première de skate, souvent il y a beaucoup de gens qui viennent et il y a une poignée de skateurs qui est intéressée vraiment par ce qui se passe sur l'écran et qui dit « Oh, le con, il a fait ça, oh putain, ils se sont marrés à faire ce délire-là. » Et puis les autres qui regardent la vidéo et qui disent « Ouais, c'est pas mal, la musique est sympa. » You kids, you don't have any respect for the old school. You just care about money and the quick backflip on the rail. Les mecs qui s'occupent de l'image comme moi, enfin que ce soit la photo ou la vidéo, si en plus le spot est photogénique et super beau, enfin c'est génial parce que tu t'as plus à juste t'attacher à la figure, mais aussi la figure dans un environnement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de photos où le skater apparaît vraiment assez petit dans l'image. Et ce qui est bien avec le skate, c'est qu'on va voyager de partout, on fouine dans tous les quartiers, toutes les villes, tous les pays. Et qu'il y a des endroits magnifiques, au niveau de l'architecture ou plein d'autres trucs. Et il y a tellement de magazines, tellement de productions, tellement de photos que pour arriver à capter l'œil, ça devient compliqué. Au-delà du côté commercial, je pense que tous les projets qui se font dans le skate, c'est avant tout pour du plaisir, transmettre du plaisir et transmettre la passion et donner envie aux gens d'aller skater, quoi. Moi, la première fois que j'ai vu une vidéo de skate, mais je crois que c'est comme si j'avais pris de la drogue. J'étais sous cocaïne, amphétamine et héroïne tout en même temps. Je suis sorti, j'ai vu la vidéo, je suis sorti dehors et j'ai essayé 5000 figures en 30 secondes. Je sais pas, ça m'a provoqué un truc qui était fou, mais totalement fou. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos aussi, parce que il y avait ce côté, c'était plus que magique, c'était, voilà, c'était, je sais pas. On découvre le skate par l'intermédiaire au départ des photographies et puis aujourd'hui essentiellement de la vidéo, donc au travers de l'image. Au départ, on skatait des piscines ou des canalisations géantes dans le désert. Tout ça était parfois très photogénique.
Et puis aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une industrie de l'image du skate, c'est-à-dire qu'il y a plein de photographes, il y a plein de vidéastes de skate, et en même temps, il faut qu'elles se voient, leurs images. Donc, les bons photographes ont des angles ou une manière de faire ou une esthétique qui leur est propre, mais je pense aussi que la recherche du spot, maintenant, c'est plus juste une affaire du skater, c'est aussi une affaire du photographe. Cette photo est assez chouette, c'est un pote photographe espagnol qui a cramé un peu la photo, qui est grattée comme ça, etc. C'est de nouveau cette espèce de tour cheminée folle qui roule super mal et super skatable. Quand il y a une nouvelle sculpture en courbe ou un truc de fou comme ça, que personne n'a jamais skaté, le premier qui débarque là-bas avec un bon niveau et avec un bon photographe, sans doute aura la première photo de cet endroit-là. Et si la figure est impressionnante, il pourrait avoir une couverture ou une publicité, ça dépend, quoi. J'avais remarqué depuis, disons, les années 2000 que assez fréquemment étaient reproduites des sculptures dans les magazines de skate. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ces images de skaters sur des œuvres d'art, c'est que il me semble que l'on passe à une autre perception de la sculpture et de la forme. Disons que d'habitude, pour juger une œuvre d'art, on a soit notre goût, je l'aime ou je l'aime pas, ou soit on la trouve intéressante ou pas. Les skaters, eux, ajoutent un jugement mécanique, on va dire, un jugement par l'expérience, par la forme, par l'usage. Évidemment, elles ne sont pas du tout faites pour ça, et pourtant, toutes ces choses qui étaient suggérées par la sculpture, eux, ils le rendent visible. Donc tu as une certaine compréhension, même si c'est une compréhension intuitive, de ce qu'est la sculpture moderne. J'étais venu ici pour construire une sorte de bowl, une sorte de sculpture. J'appelle ça des sculptures sociales. Je les appelle comme ça maintenant. Je regarde la ville et je me demande ce que je peux y faire. Je peux la skater telle qu'elle est, ou je peux aussi la remodeler et réparer les spots mal conçus. L'architecte a fait des petites erreurs dans ses plans et ne l'a pas rendu skatable. C'est pour ça que je viens avec des sacs de ciment et du sable et je répare les petites erreurs d'urbanisme. J'ai commencé à faire des films parce que j'étais arrivé à un moment de ma vie où je n'en pouvais plus de l'industrie du skateboard et de la tournure que ça prenait. Et je ne voulais plus vraiment participer aux films de promo ou ce genre de choses. Ça ne m'intéressait plus. C'est pour ça que j'ai abandonné ce côté business du skate et que je suis revenu chez moi pour construire une scène locale et skater avec mes amis. Je voulais juste profiter du skate dans sa forme la plus pure, dans l'amitié et sans notion de business. Les gens construisent ce genre de trucs depuis des années. Mais aujourd'hui encore, je reçois des emails de fans inconditionnels du genre « Ce film a changé ma vie, merci beaucoup, ça a rendu notre skate plus fort et on construit des spots. » Ça a eu une grande influence sur la scène européenne.
En 2009, j'ai été invité à participer à la première biennale d'art contemporain de Bordeaux, qui a pour nom Evento. Je ne voulais pas proposer une sculpture qui soit identifiée comme telle, et je ne voulais pas proposer de performance qui soit particulièrement artistique. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous avez un plan incliné qui va s'arrêter à 50 cm du sol, et moi j'ai tout simplement, sur le modèle de Pontus et d'autres types, continué en béton jusqu'au sol pour fabriquer un spot. Le contexte faisait qu'il s'agissait d'un projet artistique, et puis c'est tout en gros, quoi. Je veux dire, l'art, c'est une réflexion sur un sujet, c'est pas seulement la production d'un objet esthétique. Donc là, l'art posait des questions qui étaient préalablement posées par le skate, des questions de qu'est-ce que c'est qu'un espace public, qu'est-ce que c'est qu'un plan incliné, qu'est-ce que c'est qu'un plan incliné esthétique ou qu'est-ce que c'est qu'un plan incliné pratique. Quand on fait du skateboard depuis des années, on apprend à évaluer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Quand on voit que c'est possible, on peut se dire « Ok, ça je peux le faire ». Et parfois, c'est pas le bon jour, alors on revient une autre fois. Et là, on se dit « Maintenant, c'est bon ». La pratique du skateboard, ça consiste à 90% à combattre ce qui se passe dans ta propre tête. Donc il faut tout simplement le vouloir, parce que les capacités sont là. Quand on fait du skateboard depuis 10 ans, on peut le faire quand on pense qu'on peut le faire. Et ensuite, on doit juste débrancher son cerveau et essayer. La semaine prochaine, on fait la Java à Paris avec Philippe Manœuvre. Mais pour l'heure, on ne lâche pas le skate, car voici Trax.